Bonjour les amis de l'école de la famille Efata. Une fois de plus, soyez les bienvenus et merci d'être là présent. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale et avant de continuer, je vous invite à partager cette vidéo, à liker et à laisser vos commentaires car je prends du temps de les lire de façon personnelle et de vous répondre de façon personnelle aussi. Ce fut un bon moment où je ne me suis pas présenté à vous, mais je reviens aujourd'hui à travers cette vidéo qui veut être un rapport d'un séminaire auquel j'ai pris part jeudi dernier, le 14 novembre 2024. Le thème, c'était comment soutenir les réfugiés, les immigrants et les demandeurs d'asile, ainsi que les communautés diverses pour favoriser leur intégration. Vous voyez, je vous ai toujours dit, chers amis, vous membres de l'école de la famille Efata, il y a beaucoup de possibilités là où vous êtes pour pouvoir être intégré et réussir votre vie de couple pour que nous évitions, pour que nous puissions promouvoir zéro divorce et zéro wawawa dans les couples. Et même en tant qu'immigrant, pris individuellement, il y a beaucoup de possibilités. Et ce séminaire-là a été organisé par l'Université de l'État de Ohio. C'est aux États-Unis. Plus précisément, l'université se situe plus précisément dans la ville de Columbus. Et c'est très important ça a été très enrichissant comme séminaire. Et c'est pourquoi je prends le temps de partager cela avec vous. Vous allez voir des images que je vais vous présenter. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, quel est le contexte qui a amené et qui a produit ce séminaire? Vous savez autant que moi que les immigrants sont confrontés à multiples défis, comme l'intégration, l'accès aux ressources, les obstacles linguistiques et culturels, l'incompréhension et même l'isolement. Et c'est cela qui crée aussi tous les multiples problèmes que nous pouvons vivre dans notre contexte d'immigration. Alors, ce séminaire-là a pour but de sensibiliser tout un chacun. Quel que soit ton domaine de définition, quel que soit le travail que tu fais, que tu puisses être sensibilisé, conscientisé sur comment travailler avec des immigrants de différents backgrounds, c'est-à-dire de diverses origines, que ce soit origine culturelle ou origine éducationnelle, simplement. Voilà. Et cela s'adapte bien aussi à la vie de couple. Oui, tu vis avec un partenaire ou une partenaire, mais chacun a son background. Comment est-ce que tu prends compte de cela pour pouvoir intégrer la personne dans la dynamique relationnelle? Voici ce qui a été proposé réellement. Et donc, nous avons eu l'occasion, mais avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo, oui, et de laisser vos commentaires. Oui. Alors, comment cela s'est présenté? Je vais vous donner quelques images que vous allez voir. Comme je l'ai dit, ça a été présenté par l'université de Ohio State University, basée à Columbus, dans la ville de Columbus. Et vous allez voir l'image aussi de cette université. Et il y a eu plusieurs intervenants au cours de ce séminaire. Des individus qui ont vécu des expériences de réfugiés et d'immigrants et qui ont partagé leur expérience avec tout le monde et qui ont tiré des leçons de leur vie. Et d'autres personnes aussi qui sont, par exemple, des médecins, des travailleurs sociaux qui travaillent avec ces immigrants-là. Ils ont bénéficié de la conduite à tenir, c'est-à-dire de comment faire pour accompagner ces gens-là. Parce que parfois, on veut travailler avec quelqu'un, mais on ne tient pas compte de son background, de ce qu'il est. Il ne s'agit pas de moi, travailleur, mais il s'agit de l'autre que j'accompagne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose dans la vie de couple.
Et j'entends souvent des hommes qui disent, oui, ma femme est toujours comme ci, comme ça, elle ne comprend rien. Non, il ne s'agit pas de toi et de vouloir que l'autre comprenne comme que toi tu comprends. Non, il s'agit de te mettre dans les chaussures de l'autre, dans la position de l'autre, pour comprendre sa situation et voir de quoi il a besoin pour être élevé, de quoi il a besoin pour sortir de là où il est. Donc, c'est le même principe. Comme on appelle la doctrine sociale de l'Église, appelle cela le principe de subsidiarité. Et dans mon travail là, de coaching, là, nous appelons cela client centered approach. Voilà, client-centered approach. Le provider-centered approach, ça c'est celui qui donne, assure le service, qui se croit vraiment tout connaître et tout pouvoir, et donc il pense que l'autre là est un tonneau vide qu'il faut aller remplir. Non, le client-centered approach là, ça montre qu'il faut faire attention aux expériences de l'autre. L'autre a des connaissances, il a des expériences vécues, et qui fait de lui ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et donc, il faut tenir compte de cela. Alors, comment soutenir et comment accompagner tous ces réfugiés, ces immigrants, etc. Voilà de quoi nous allons parler. Alors, il y a eu, vous allez voir ma photo dedans, et je suis là, assis, je n'étais pas intervenant, mais je suis allé aussi pour apprendre, ouvrir mes connaissances, ouvrir mon paradigme, pour mieux comprendre, afin de mieux servir et les couples immigrants africains, ou bien d'autres immigrants avec qui je travaille. Alors, il y a eu plusieurs intervenants. Vous allez voir quelques photos des intervenants. Et je ne suis pas là pour passer toutes les photos de tous les intervenants, mais vous allez voir quelques-unes quand même. Voilà. Donc, voici une première image de ce monsieur-là. Oui, pardon, je suis en train de chercher sa photo pour vous présenter clairement et pour que vous voyez, parce que je ne vais pas parler en l'air. Hein. Oui, donc soyez indulgents. Voilà, cette première personne-là, il est de Bhoutan. Bhoutan, peut-être, ça ne vous dit rien, hein? Mais Bhoutan, c'est un petit pays situé entre Népal, Bangladesh et puis India. Voilà, si vous regardez sur la carte Bhoutan, vous allez voir ça. Mais c'est un jeune qui a connu cette expérience de réfugié parce qu'il nous a fait comprendre qu'il y a Bhoutan là-bas et eux, ils ne connaissent pas de président, mais ils vivent toujours sous le règne du roi. Eux, le roi décide. Il a décidé qu'il y ait une seule langue, un seul peuple et une seule monnaie, une seule terre. Et la langue et la chose, tout ça, c'est relatif au roi. C'est la langue du roi qui devient la langue de tout le monde. Et si tu ne parles pas cela, l'ethnie du roi, c'est la seule ethnie reconnue dans l'état de Bhoutan à l'époque. Et donc, toutes les autres ethnies, ont été dépossédées de leur, leur identité culturelle, c'est-à-dire, on dit leur citoyenneté. Donc, si tu n'es pas de l'ethnie du roi, tu perds automatiquement ta citoyenneté dans le royaume de Bhoutan, à l'époque là. Et voilà comment ils ont été dépossédés de leurs terres, ils ont massacré des gens pour déposséder leurs terres et leurs biens, et les gens étaient obligés de fuir et de se réfugier au Bangladesh, en Inde, au Népal, etc. Et beaucoup sont allés jusqu'à Chine même. Et il dit que, ce monsieur-là dit que ce n'est qu'en 2008 qu'eux, ils ont connu la télévision et la radio dans le royaume de Bhoutan. Ce n'est qu'en 2008. Hein. Vous voyez comment des gens ont vécu des situations terribles. Et lui, il a marché avec ses 6 frères et sœurs, parce qu'il était l'aîné, il les a conduits jusqu'au Népal. Et c'est là-bas qu'il a vécu. Et de là-bas, et avec le HCR, il a pu venir aux États-Unis en tant que réfugié. Mais en tant que réfugié, voilà ce qu'il est devenu. Il est devenu dans le concealment,
c'est-à-dire dans la commune de Columbus, dans l'État de Ohio. Il a pu créer même une ONG qui travaille pour aider les gens de Bhutan, les Bhutanese Community. Et aussi, dans la commune-là, il fait partie du conseil de la mairie. Voilà une expérience. Il raconte comment les gens Bhutanese Community, là, leurs valeurs, ce qu'ils sont. Il dit, par exemple, quand tu pars chez eux, eh ben, le thé est automatiquement servi. Et tu n'as pas à refuser leur thé. Si tu refuses, c'est un manque de respect. Il faut le savoir pour pouvoir travailler avec ces gens-là. Après lui, il a eu une dame, une jeune dame qui est venue parler de la communauté musulmane, notamment des femmes musulmanes. Les femmes musulmanes qui veulent travailler aussi et comment il faut accueillir ces femmes musulmanes en tenant compte de la réalité de leur religion et de leur culture. Cette femme-là, c'est une Somalienne, mais qui a créé son organisation, son ONG aussi, et qui fait la promotion et l'accompagnement des femmes musulmanes pour favoriser leur intégration. Et les gens ont compris que quand tu as des femmes musulmanes dans ton entreprise, il faut tenir compte des 5 piliers de leur prière, de 5 prières de la journée là. Et il faut aussi être tolérant par rapport à leur voile ou à leur accoutrement tout simplement. Et donc, l'entreprise, et comme différentes religions sont tolérées, l'entreprise est obligée de créer de l'espace pour qu'elles puissent pratiquer leur foi, ou bien même tous les musulmans, de façon générale, puissent pratiquer leur foi. Ça, c'était une sensibilisation à l'endroit des chefs d'entreprise. Et même les médecins qui étaient là présents, ont compris que comment il faut accueillir surtout ces femmes musulmanes-là qui sont spécifiques dans leurs cliniques ou dans leurs hôpitaux. Voilà, on ne peut pas les traiter comme tout n'importe qui comme ça. Voilà, il faut tenir compte de leur religion. Ça, je continue. Une autre expérience, c'est cette jeune dame-là de Venezuela qui est arrivée aux États-Unis comme immigrante, mais qui aujourd'hui a pu étudier et est devenu docteur dans les maladies mentales et qui aide aussi sa communauté et notamment les Espagnols, là, les Hispaniques ici, à pouvoir intégrer dans la communauté, notamment en faisant face à toutes ces maladies mentales, là, mental health. Il y a également aussi cette Ghanéenne-là, cette jeune Ghanéenne, Cynthia, qui a parlé aussi de son expérience et notamment, elle a présenté la communauté ghanéenne et l'Afrique de l'Ouest en général et pour montrer aux gens, même si tu prends ne serait-ce que le pays du Ghana, ils ont plus de 80 dialectes dedans. Donc, un pays africain n'est pas homogène. A fortiori, même l'Afrique n'est pas homogène comme certains le pensent que quand tu prends l'Afrique là, c'est un seul pays. Non. Elle a montré comment il faut savoir tenir compte des barrières linguistiques et de la culture de ces gens-là, les Ghanéens et des Africains en général. Et cette dame-là, elle est devenue nurse, elle est devenue infirmière d'État aux États-Unis ici, et elle fait un très beau travail aussi en ouvrant l'esprit des gens à tenir compte de la culture, le background culturel de chacun. Il y a aussi ce monsieur-là, voilà, qui est somalien. Non, il n'est pas somalien, il est de Bhoutan aussi, comme le premier dont j'avais parlé, mais, vous voyez, son expérience, il a fait 18 ans dans un camp de réfugiés. Oui, avant de venir ici, et quand il est venu, il a 3 doctorats dans le domaine médical, dans la recherche pharmaceutique, dans l'enseignement, dans je ne sais quoi, en tout cas dans le domaine là. Voilà, il est là aussi pour aider les gens à s'en sortir. Donc vous voyez, chers amis, il y a tellement de possibilités. Et il y a enfin
et je ne sais pas si c'est enfin, mais ces deux messieurs-là qui ont représenté leur ONG ici, et un Éthiopien, et puis aussi cette jeune Nigériane. Voilà. L'Éthiopien et la Nigériane, ils ont présenté leur ONG pour montrer quel type de service ils offrent aux immigrants et aux réfugiés et quelles sont les difficultés auxquelles ils font face. Et ils ont lancé un appel à l'action, c'est-à-dire une demande d'aide. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes dans leur ONG. Ils enseignent l'anglais et ils permettent aux immigrants d'apprendre l'anglais, d'avoir accès aux soins de santé primaire, et les femmes qui sont protégées, etc., etc. Même, et ils ont quand une femme est enceinte, ils l'accompagnent pour une femme immigrante enceinte, ils l'accompagnent avec des soins gratuits, une prise en charge gratuite depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement et les premières années même après l'accouchement. Et vous voyez, c'est très, très important. Oui. Mais ce que je n'ai pas vu dans tout ça là, c'est que, et moi-même qui suis de l'Afrique de l'Ouest, je n'ai pas vu vraiment des Africains et de l'Afrique de l'Ouest, en dehors de ces dames ghanéennes-là, mais je n'ai pas vu le volet anglophone, et francophone plutôt. Où sont les francophones pour s'occuper de la communauté des francophones? Alors, moi, j'étais obligé, et pendant un break, d'aller rencontrer les organisateurs pour leur parler. Je dis, nous aussi, comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., on a toute une forte communauté dans l'État de Ohio et aux États-Unis ici. Et comment est-ce que nous aussi, on peut participer à ce genre de séminaire pour se faire représenter et puis se faire connaître et reconnaître afin de favoriser notre intégration. Voilà. Et donc, mon request a été pris en compte et je pense que prochainement, là, je serai un des intervenants dans un de ces séminaires-là pour parler de Burkina Faso ou de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest francophone peut-être, mais spécialement de ce que je connais. Voilà. Voilà, chers amis. Alors, il y a 2 ou 3 mots qu'il faut retenir ici. L'inclusion, c'est-à-dire personne n'est laissé à l'écart. Tout le monde doit être pris en compte. Ça, c'est l'inclusion. Et chacun a une valeur, et chacun est une valeur, et chacun peut apporter quelque chose dans la communauté. Et donc, les différences ne doivent pas poser de problème. Au contraire, à partir des différences, on crée l'harmonie. Restez jusqu'à la fin pour écouter cela. On crée l'harmonie et c'est cela qui fait la beauté d'une vie communautaire comme l'arc-en-ciel qui a multiples couleurs. Et c'est la même chose dans la vie de famille. Les différences favorisent l'harmonie. Alors, chers couples immigrants africains, n'essayez pas de détruire ou d'éliminer les différences entre vous. Non, plutôt, profitez de ces différences culturelles, ces différences de background-là que vous avez entre monsieur et madame pour renforcer votre relation comme il se doit. Je vous laisse à ce niveau-là et je vous invite à regarder la vidéo de bout en bout et à partager la vidéo pour que les immigrants sachent qu'il y a un travail de fond qui se passe. Merci beaucoup et à bientôt.